Donc alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui dédié à Dynamics 365 et plus précisément le module Customer Service. Donc aujourd'hui, on va avoir plusieurs sujets qu'on va aborder, notamment le module en tant que tel, mais aussi tout ce qui gravite autour et comment il vit un petit peu dans le monde Microsoft et plus précisément dans le monde de Dynamics 365, CRM, mais pas que, on le verra. Donc déjà, pour commencer, Customer Service, qu'est-ce que c'est? C'est le module de Dynamics 365 CRM dédié en fait à la gestion des demandes de service. Donc il se place un petit peu plus en après-vente, on va dire généralement, et il fait vraiment la gestion de service. Ce module, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment traiter en fait toutes les requêtes et surtout provenant de n'importe quel canal. C'est-à-dire que ça peut venir aussi bien de courriels entrants que d'appels téléphoniques, que des réseaux sociaux, etc. On va avoir plein de petits outils qui vont nous permettre de gérer ça de la meilleure des façons. En termes de fonctionnalité, qu'est-ce que l'on a en fait déjà dans notre CRM? C'est notamment donc la gestion avec le module Customer Service, ça va être la gestion d'incidents. Donc gestion d'incidents, on entend création d'un cas, possibilité de suivre et de résoudre le cas, de suivre sa vie, de communiquer avec le client et de résoudre le cas. On va avoir la gestion des files d'attente. La gestion des files d'attente, qu'est-ce que c'est? C'est je vais pouvoir dédier une équipe ou une portion d'une équipe à un problème en particulier et donc faire cheminer mes incidents en fonction de certains critères, donc notamment avec les règles d'acheminement, pour que ça aille vers la bonne équipe et que ce soit répondu par les bonnes personnes, voire même gérer aussi l'escalade. On va pouvoir aussi gérer le SLA, donc le SLA Service Level Agreement, donc la gestion en fait du niveau de service attendu. Est-ce que je dois répondre à ces incidents en 2 heures, en 4 heures, en 8 heures, peu importe. Et on va pouvoir en fait avoir un indicateur qui va nous dire est-ce que je suis toujours dans le bon temps, dans le bon timing ou pas. Et aussi dans le suivi, avoir des KPI, donc des indicateurs qui vont me permettre de dire est-ce que globalement je respecte mes SLA, est-ce que je respecte les engagements que j'ai donnés à mes clients ou pas. En plus de ça, et lié un petit peu au SLA, on va voir tout ce qui va être la gestion de contrat. Alors quand on entend contrat, on s'entend que ça peut être un très grand mot, ça peut englober beaucoup de choses. Mais ici, le contrat, il est plus placé comme une entente avec le client, notamment sur un niveau de service. Est-ce que mon client, il est, par exemple, pour reprendre les termes de Microsoft, c'est un client Gold ou un client Silver, dépendamment en fait de la relation qu'il a avec moi, il ne va pas avoir le même niveau de service qui va lui être attendu. C'est-à-dire que parce qu'il a un contrat Gold, eh ben, je vais lui répondre en 2 heures, tandis qu'un client Silver qui paye moins cher son contrat de service avec moi, il sera répondu en 4 heures, par exemple. On est aussi omnicanal, et c'est là aussi un peu la force de notre CRM et de ce module Customer Service, c'est que il va se regrouper en fait à l'intérieur du même module tous les moyens de communication. Je vous ai parlé des courriels, des téléphonies, des réseaux sociaux. Tout ça va vraiment être mis au centre directement de Customer Service pour pouvoir utiliser en fait tous les canaux qui nous sont aujourd'hui offerts par, le numérique ou non. En plus de ça, on va avoir une base de connaissances qui va servir aussi bien pour de l'interne, pour aider nos agents à résoudre des problèmes, mais aussi à l'externe. Peut-être que je vais pouvoir fournir directement une base de connaissances à mon client pour qu'il puisse résoudre son problème en autonomie. En plus de ça, on va avoir quelques fonctions connexes. Alors pourquoi fonctions connexes? Parce que c'est pas forcément directement inclus dans Customer Service, c'est souvent des modules associés à Customer Service, mais qui sont pas directement dans le module, mais qui peuvent être intégrés directement
dans le même prix pour certains. Notamment, par exemple, le formulaire de satisfaction avec Customer Voice, c'est directement inclus. Mais par contre, c'est un outil qui est à part. Par contre, il se rattache très bien, il est prévu pour. Donc voilà, justement, le formulaire de satisfaction. J'ai résolu un incident. Dès lors que je résolu mon incident, j'envoie un formulaire de satisfaction à mon client pour savoir un petit peu jauger s'il était satisfait ou non. On va avoir aussi un chatbot virtuel qui vient avec l'outil Power Virtual Agent qui permet, on va le voir, de faire des interactions préliminaires avec notre client. Peut-être même lui répondre en fait de manière proactive parce que l'agent, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va avoir la possibilité d'aller chercher et puiser ces informations directement dans le CRM. Donc, je vais pouvoir identifier mon client, peut-être en lui demandant son adresse email ou un numéro de client, puis aller chercher en fait, par exemple, l'information d'une commande. Est-ce que ma commande a déjà été expédiée? Est-ce qu'elle est en attente, par exemple? Et ça de manière automatisée, sans qu'un agent réel réponde au client. Bien sûr, on peut imaginer après derrière une escalade avec le chat. En plus de ça, on va aussi avoir un portail client. Portail client qui va être un peu le centre un peu de l'écosystème et de la communication avec le client. Je vais vous en faire la démonstration tout à l'heure. Ça va vraiment permettre au client de voir directement quels sont les incidents ouverts ou d'en créer des nouveaux ou de voir aussi les incidents qui ont déjà été fermés par le passé et comment ils ont été résolus. Ça peut être aussi une source d'information avec une FAQ, par exemple, une foire aux questions, qui va lui permettre de trouver des réponses directement. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça étant intrinsèquement lié au CRM, puisque c'est la même plateforme, la même base de données de base, on va avoir possibilité directement de lier les deux et puis de fournir un peu ce qu'on veut comme information au client, dépendamment des règles de sécurité et de la visualisation qu'on veut lui donner. Un dernier volet qui est un petit peu plus gros, mais qui reste quand même intéressant, c'est Customer Insight. Customer Insight, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est l'outil de Microsoft pour faire de l'analyse et de la prédiction des tendances de nos clients. L'exemple que donne souvent Microsoft, c'est, alors j'ai plus le nom du parc, mais c'est un parc à thème aux Pays-Bas qui a mis en place Customer Insight pour en fait voir les tendances de réabonnement de ses clients au parc à thème. Comme ça, ils avaient possibilité d'anticiper les réabonnements, d'anticiper aussi des désistements ou des non-réabonnements et justement d'être proactif par rapport à ça. Donc c'est vraiment plus dans l'intelligence artificielle, l'analyse de très grosses données provenant de plusieurs sources pour faire après des tendances et rendre encore meilleure la satisfaction de nos clients, dépendamment en fait de tous les différents éléments de données qui peuvent venir techniquement, forcément numériques, mais ça pourrait être aussi bien le CRM que n'importe quel autre outil. Au niveau des technologies qu'on peut intégrer, donc au-delà en fait des systèmes directement Dynamics, on va avoir différents systèmes qu'on peut intégrer. Bien évidemment, on va retrouver tout l'écosystème de Microsoft, Teams, Office, et également avec l'outil Power Automate, donc le système de connecteurs automatisés de Microsoft. On va avoir vraiment tout un tas d'autres connecteurs pour venir ajouter un petit peu, agrémenter de nouvelles fonctionnalités de notre système. Bien évidemment, on a possibilité de créer nos propres connecteurs, mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là parce que Microsoft propose avec notamment le nouvel omnicanal, de pouvoir se connecter avec à peu près n'importe quel système de téléphonie. Et si je vais un petit peu plus loin, avec aussi tous les réseaux sociaux principaux, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp dernièrement, et j'en passe, pour pouvoir encore une fois agréger tout ça au niveau d'un même système. Question, Florian, Oui, si je peux me permettre. je t'en prie. Je vois que tu sépares, mettons, Business Central de l'ensemble des autres applications.
Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est parce qu'on doit passer par Power BI ou quelque chose comme ça pour connecter, ou c'est juste Non, du tout. En fait, c'est parce que le choix de connexion avec Business Central va être un petit peu différent. On peut utiliser Power Automate, mais c'est pas nécessairement la meilleure solution. Il y a aussi un connecteur un peu plus fort qui existe entre Dynamics CRM et Business Central, qui est plus natif qu'avec Power Automate, en fait. C'est juste ça. Mais oui, très bonne question. Justement, concernant des connexions avec des ERP, si on se connecte avec Business Central, il existe le connecteur natif qui permet de faire la jonction entre les deux, voire même avec Nav, mais même si admettons, vous avez encore Nav, il est possible de se connecter avec l'ancien connecteur, mais celui-ci, il voit disparaître. En tout cas, on a différents moyens de se connecter. L'idée étant que on a quand même beaucoup de possibilités natives pour se connecter, ce qui permet d'éviter des gros frais et des longueurs de configuration. Juste pour essayer de clarifier un petit peu ce que fait Customer Service finalement, en tant que module, vis-à-vis de d'autres systèmes qui pourraient être connectés. Customer Service, il se place vraiment comme un système qui se veut au milieu d'autres systèmes, puisque lui, son rôle, c'est vraiment de faire de la gestion d'incidents, mais plutôt à distance. C'est pour ça que vous voyez ici, on va avoir, par exemple, si on veut le faire, pour des incidents sur lesquels on veut réaliser une action sur site, on va avoir un système de gestion d'agents de terrain. Ça peut être Field Service dans Dynamics, ça pourrait être un autre système. Au niveau de la gestion documentaire, bien sûr, ce n'est pas son rôle de Customer Service, même si on peut rattacher des documents, notamment pour la base de connaissances. On va préférer laisser après, par exemple, SharePoint, pour ne citer que lui, se connecter. Customer Service, encore une fois, n'est pas un outil de téléphonie, mais il se connecte à des outils de téléphonie, que ce soit Teams, que ce soit, je vais dire Skype, mais Skype étant devenu Teams, ça ne marche pas. Mais n'importe quel, j'en ai plus là qui me viennent en tête, mais à peu près n'importe quel système de téléphonie pourrait se connecter à Customer Service. Également, on va pouvoir retrouver aussi des informations liées au côté vente et marketing. Encore une fois, ce n'est pas le but de Customer Service de faire de la vente ou du marketing. Par contre, c'est toujours pareil, ça va étoffer notre marketing d'avoir les données de Customer Service. Et on va pouvoir aussi venir consulter, par exemple, les données de vente. Si, encore une fois, on est dans le CRM, ça va pouvoir nous aider. Enfin, pour tout ce qui va concerner la facturation, Customer Service n'est pas un outil de facturation. On dédiera ça à un ERP, tout comme le suivi de la gestion de produits et le suivi par exemple, des stocks. Donc voilà, je voulais quand même faire un petit étalage de ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, parce que des fois, on met beaucoup d'attentes dans un outil et puis on se rend compte, il fait beaucoup de choses, mais il ne peut pas vivre seul. Il doit venir avec aussi en fait, d'autres systèmes pour l'épauler. Donc, sans plus attendre, parce que je pense que c'est ça aussi que vous voulez voir, je vais vous proposer en fait de partager mon écran et de directement vous présenter à quoi ressemble Dynamics, Customer Service, bien évidemment. Je vais vous proposer en plusieurs parties parce que je vais vous proposer en fait le point de vue de différents utilisateurs. Donc, ça va vous permettre de voir un petit peu comment le client verrait l'action, comment un agent pourrait le voir, comment un manager pourrait le voir. Voilà. Alors, je vais commencer en fait par le premier, parce que si on n'a pas de client, déjà, on n'a pas besoin de service techniquement. Donc, on va commencer avec la vision du client.
Donc, la vision client, premièrement, on part du principe ici qu'on aurait Power Apps Portal. Et c'est ce que je vous présente ici, c'est le portail de Microsoft dans sa version, on va dire, la plus standard. Bien évidemment, c'est toujours customisable en termes de visuel, en termes de contenu, ce genre de choses. À savoir que Power Apps Portal a dans son esprit et dans son ADN l'essence même d'un CMS. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un CMS, un CMS, c'est pas CMS, pardon, c'est Content Management System. C'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans la plupart des outils de création de sites web. Que ce soit du WordPress, que ce soit PrestaShop, etc., ou Shopify, qui sont des gros aujourd'hui CMS. L'idée, c'est qu'on ne veut pas rentrer dans du code, on veut gérer le contenu et on va gérer le visuel. Ça n'empêche pas de faire des modifications un petit peu plus élaborées, mais on veut garder ça accessible par tout à chacun. Donc ici, sur ce portail, on se place dans le contexte où on est une entreprise qui vend des machines à café. Ça s'appelle Contouz. Là, je suis logué en tant que l'utilisatrice, ma cliente, qui s'appelle Claudia. Et le fait que je sois logué me permet d'accéder directement à tout un tas d'informations auxquelles je voudrais accéder. Notamment, donc, comme je disais, une FAQ, la foire aux questions, qui va me permettre de retrouver déjà un certain nombre de peut-être réponses que j'aurais besoin. Toutes ces informations. Oui, pardon. Moi, je te coupe, mais juste une seconde que je comprenne bien. Là, on se place dans un point de vue où c'est, mettons, le client final qui est en train d'accéder à un portail. Donc, oui. Ça, c'est son portail à lui, son portail, mettons, support, on va dire. Oui. Le client, il se log dans le portail et là, il va avoir accès à du contenu directement. Okay. Exactement. Parfait. Mais juste aussi, pour étendre un petit peu cette vision, ne vous focalisez pas sur le fait que le portail est ici dans une version service à la clientèle. Il pourrait très bien être aussi utilisé, par exemple, pour faire des demandes de devis ou des demandes de cotation directement à partir du portail. En fait, faut le voir vraiment comme un outil de relation client, puisque toutes les informations qui vont être contenues ici vont être transportées dans le CRM et vice-versa. Donc, ça peut vraiment être un outil d'échange avec le client. Donc, comme je disais, donc avec la FAQ, on va retrouver ce genre d'informations. Et bien évidemment, on va retrouver aussi toute la notion donc, des incidents. Puis là, vous voyez qu'on en a déjà un d'incident. Puis là, vous verrez qu'il y a une petite subtilité qui est assez intéressante que je vous évoquerai. Dans certaines industries, c'est très, très intéressant. Mais là, par exemple, en tant que Claudia, je vois directement qu'il y a un incident qui est en cours. D'accord ? Le statut est bien in progress. Et puis, je vais pouvoir rentrer dedans et puis aller voir un petit peu ce qui s'y passe, voir quels sont les échanges que j'ai avec l'agent qui s'occupe de mon incident. Là, en l'occurrence, il n'a pas de note, mais si jamais l'agent est déjà en travaillé dessus, a besoin du client, il pourrait très bien taper des notes. Ce qui ne limite pas aussi les interactions à seulement ça. On peut très bien imaginer faire de l'email ou du SMS, etc., etc. Mais en tout cas, c'est un moyen complémentaire de communiquer. Donc, bien évidemment, donc là, ce sont des caisses ouvertes, mais je pourrais retrouver aussi les caisses fermées, etc., etc. Dernier élément que l'on a ajouté au portail, mais qui pourrait être ajouté à n'importe quel site web si on le souhaitait, c'est notamment le chat, et le chat live notamment, qui va permettre en fait d'interagir déjà en fait avec de la donnée du CRM. Donc là, c'est un chatbot qui s'appelle Phil en l'occurrence, et qui va pouvoir répondre à nos questions suivant bien évidemment un arbre de questions-réponses prédéterminé, mais qui va aussi pouvoir aller chercher un petit peu des informations au sein du CRM. Dépendamment aussi de si vous êtes connecté ou pas,
forcément, l'orientation du bot va être différente et va soit, si vous êtes déjà connecté, pouvoir vous identifier automatiquement. Si vous n'êtes pas, il va pouvoir, par contre, vous demander de vous identifier avec quelques questions, réponses, chose que je pense que vous êtes tous habitués à avoir. Mais parfait, quel est votre numéro de client, quelle est votre date de naissance, etc. Puis voilà, simplement après on va interagir avec lui. On pourrait même taper et même si on veut, si on le souhaite, je vais pouvoir escalader et puis demander un agent directement. Dans le cas où on va demander un agent, c'est là où on repasse sur le CRM. Ça. Dans le cas où on va redemander un agent, il y a tout de suite en fait une pop-up qui va apparaître pour les agents qui sont disponibles. C'est là où si vous avez déjà le CRM, vous voyez qu'il y a un nouveau petit icône là qui apparaît ici de disponibilité justement. Savoir est-ce que vous êtes actuellement disponible pour répondre à un chat ou non, ou est-ce que vous êtes déjà peut-être en communication avec un autre agent, un autre client. Et à ce moment-là, vous aurez une petite fenêtre qui va apparaître, vous laissant quelques secondes pour prendre la communication. Donc, je suis connecté ici sur cette version de Dynamics en tant qu'un responsable. Donc là, j'ai un niveau d'accessibilité au CRM assez élevé. Je peux quand même naviguer dans beaucoup d'endroits et je vais vous montrer que au-delà en fait de l'interface qui change un peu ici, on va retrouver aussi une interface un petit peu plus classique à d'autres endroits, mais on va avoir quand même des outils dédiés au manager plus étoffés forcément qu'un agent. Donc, première chose, vous l'avez peut-être remarqué, mais la barre de navigation que l'on a l'habitude d'avoir dans Dynamics est beaucoup moins étoffée, en l'occurrence ici. Si je vous montre ce qu'on a d'habitude, on va avoir notre menu de navigation à gauche avec tout un tas d'accès à différents items. Là, en l'occurrence, en fait, on a restreint la visibilité dans la navigation parce que le but n'est pas que les agents se focalisent et aillent chercher à différents items, mais qu'ils se focalisent sur l'incident d'un client. Donc, comment ça fonctionne? Normalement, j'atterris ici sur ma home page. Je vois directement quels sont les incidents actifs. Je peux naviguer à ce moment-là vers un incident actif. Et dès lors que je vais cliquer, c'est là que ça va m'ouvrir un nouveau petit onglet à gauche pour que je reste focalisé tout au long de la résolution de mon incident exclusivement sur ça. Et si à chaque fois, je vais cliquer par exemple sur un item qui est lié, ça m'ouvrira un nouvel petit onglet, mais je reste toujours contextualisé dans cet incident. Donc ça, c'est la première élément de navigation qui change un petit peu avec cette version Workspace omnicanal et qui fait que des fois, ça peut être un petit peu déroutant pour ceux qui connaissent Dynamics, mais finalement, le corps même reste le même. Vous voyez ici qu'à droite aussi, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, on a ce qu'on appelle le Smart Assist. Alors Smart Assist, qu'est-ce que c'est? C'est un outil avec un petit peu d'intelligence artificielle qui va permettre de faire l'évaluation de l'incident, enfin d'un incident, et proposer directement des articles de base de connaissances liés à cet incident. Je vois que là, en l'occurrence, on n'a pas le cas est pour qu'il y ait un problème d'affichage sur la machine à café. Dès lors que je vais avoir des articles de base de connaissances liés à ça, il va pouvoir me les proposer ici. De même qu'il va proposer les cas similaires s'il retrouve des éléments. Alors, je ne me suis peut-être pas logué avec le meilleur profil. C'est pour ça que là, en l'occurrence, on n'a pas de données. Je vais si j'accède avec ça, ce sera peut-être mieux. Oui, voilà, c'est mieux. Avec un autre profil, c'est mieux. Voilà, comme ça, vous voyez que là, en fait, à chaque fois que j'ouvre un incident, il va directement chercher dans les bases de données, de connaissances, mais aussi d'incidents passés pour proposer en fait différents éléments. Et il va nous donner quel est le score de confiance, etc. Je peux y accéder, je peux le lier, etc., etc.
Autre élément qui est associé à ça, c'est les scripts d'agents. Alors les scripts d'agents, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu pour faire une orientation dépendamment d'un problème client, pour orienter l'agent dans comment est-ce qu'il devrait le résoudre, ce problème. Est-ce que je dois proposer peut-être un remboursement au client? Est-ce que je dois faire en sorte de lui faire un upgrade de sa solution? Peu importe. L'idée, c'est pas une base de connaissances, mais c'est de l'orientation sur comment gérer ce problème. Et donc, bien évidemment, on peut aussi aller chercher nous-mêmes dans la base de connaissances en tapant manuel. Le dernier petit icône que l'on a ici, c'est une nouveauté qu'on a eu, qui est apparue cette année, en début d'année, c'est l'intégration en fait du chat Teams. Donc, comme on a forcément une intégration avec Teams de Microsoft, on va avoir possibilité de, dans un contexte donné, faire en sorte d'ouvrir un canal et un chat spécifique pour résoudre une problématique. Et là, je vois que j'ai déjà en fait des chats qui sont connectés à cet incident-là. Et ben, je vais pouvoir le rejoindre. Comme ça le dit, la feature est désactivée pour la démo. Mais je vais pouvoir rejoindre et puis reconverser avec peut-être des personnes qui ont des informations que je n'ai pas. L'idée étant toujours, bien sûr, d'engranger le plus d'informations possible. Donc voilà pour les différentes informations qui sont peut-être un petit peu nouvelles en termes d'interface. Pour ce qui est derrière du contenu en tant que tel, du case, on va retrouver à la gauche, donc bien évidemment, tout ce que je vous montre ici est complètement standard, d'accord? C'est vraiment out of the box. Et après, ça peut être modulé si vous avez des besoins spécifiques, d'ajouter des champs, etc. Donc on retrouve à gauche, en fait, le contexte de notre incident. On va retrouver son titre, son identifiant qui est bien sûr généré automatiquement et qui pourrait ressembler à autre chose que ça, puisque là, il est très long. À chaque fois, c'est le commentaire qu'on fait, c'est toujours très long. On va retrouver effectivement le client, le contact spécifique, puisqu'un client pourrait être soit un contact, soit une entreprise. Et puis après, on pourrait définir le contact. On va retrouver ensuite l'origine. Est-ce que ça vient d'un email? Est-ce que ça vient d'un appel téléphonique? Etc., etc. Puis là, vous voyez la petite subtilité, c'est que l'origine, c'est IoT. Donc, IoT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Internet of Things, donc l'Internet des objets. Puis c'est là où, avec la puissance de Azure, on va pouvoir, si dans votre industrie, vous faites des objets connectés ou que vous avez cette possibilité d'avoir des objets électroniques connectés, on va pouvoir avoir des informations qui vont provenir directement de la machine en tant que telle pour nous dire qu'il y a une erreur avant même que le client le sache. C'est le cas ici, par exemple, où la machine à café a détecté qu'il y avait un défaut sur le circuit électronique de la machine à café, l'a averti et ça a directement créé un case sans que pour autant Claudia le sache. Ce qui veut dire qu'on est vraiment proactif. On va retrouver bien évidemment ensuite donc quelle est la catégorie, quel est le produit qui est associé. Je vous rappelle que dans le CRM, on a un catalogue de produits donc qui va nous permettre de référencer et puis d'associer, de dire ce client-là, il a tel ou tel produit, quels sont ses actifs et donc sur quel produit je vais impliquer mon incident. Le type de problème, quel est le type d'incident? Bien sûr, ça, c'est des éléments qui sont modulables. Et après, une courte description. En dessous de ça, on va retrouver des règles de SLA, puis je vous montrerai derrière à quoi ça ressemble. Règles de SLA qui, en l'occurrence ici, sont basées que sur la priorité, mais pourraient être basées sur autre chose. Comme je vous disais, notamment sur le contrat, par exemple, de maintenance, s'il y en a un, de notre client. Toute la partie IoT, je vous en ai parlé juste avant. Et à droite, on va retrouver un sommaire des informations du client. Bien évidemment, si je clique sur le client ici, je retrouvais sa fiche client en bonne et due forme dans le CRM, mais j'ai un premier aperçu ici. Et je retrouve également tous les cas récents qui sont associés à ce client. Comme ça, j'ai vraiment un panel d'informations relativement important.
Puis je reviens au centre et je vais vous parler maintenant peut-être de l'information la plus importante dans tout ça, c'est notre timeline. Alors la timeline, si vous avez déjà utilisé CRM, vous êtes familier avec, c'est notre chronologie en français. Et c'est là où en fait on va retrouver toutes les interactions qu'on va avoir avec notre client ou avec notre peut-être en interne directement. On va retrouver donc aussi bien les communications par email, comme c'est ici, que par exemple, une réponse à un questionnaire de satisfaction, qu'on va pouvoir rajouter des tâches à réaliser, les appels téléphoniques, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on ait un panel d'informations dans cette chronologie très étoffé pour aller avoir tout ce que j'ai besoin pour résoudre notre incident. L'idée, c'est que même si je suis en vacances, n'importe qui peut y accéder. Oui, Louis? Question, la partie de tâches, donc Oui. là, tu marques tâches complétées, Oui. mettons. Est-ce que ça se gère dans le Customer Service, le fait de pouvoir attribuer une tâche? Est-ce que ça se gère dans le CRM? C'est dans quel élément qu'on Alors, gère ce bout-là? ici, c'est vraiment des activités CRM. Donc, c'est vraiment les activités propres au CRM. Bien évidemment, c'est aussi ces activités de tâches comme les activités de rendez-vous et les emails peuvent être associées à Outlook. Donc, si vous avez la synchronisation avec Outlook, ça peut redescendre dans Outlook. Je précise que c'est de la redescente dans Outlook. Pour la particularité, les tâches, elles ne remontent pas. Autant les rendez-vous et les emails vont dans les deux sens. Les tâches, pour une raison que j'ignore, mais Microsoft a certainement une bonne raison pour ça, ça ne va que dans un sens. Et que là, à partir de ma vue, mettons, sur un billet comme ça, est-ce que là, je pourrais créer, est-ce qu'il y a moyen que je crée une tâche à Absolument. quelqu'un? Ok. Alors là, je ne sais pas si j'ai les droits avec le profil. On va regarder ça tout de suite. Oui, je les ai là. Tu as le petit plus ici. Ok. Et puis donc, tu peux créer tout un tas d'activités, aussi bien donc des rendez-vous que des emails, etc. et des tâches. Ok, parfait. Euh, on- Attribuer un à quelqu'un en disant, OK, suite à ce billet-là, j'ai besoin que toi, tu fasses telle tâche. Exactement. Et puis Parfait. même, on peut imaginer, en extrapolant un petit peu, avoir des tâches qui se créent automatiquement. Ah. Je montre aussi là peut-être deux petites subtilités. Le commentaire portail, justement, qui est là pour pouvoir remonter l'information sur le portail, parce qu'on ne veut pas nécessairement toujours tout montrer à notre client. Il y a peut-être des notes internes pour X raisons. Donc là, en fait, on va décider de faire un commentaire portail qui va remonter sur notre portail. Alors, pour ce qui est des emails, si je le crée ici, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît maintenant. Et l'information que je vais vous passer par rapport à ça, c'est qu'il faut savoir que, notamment dans la gestion d'incidents, on veut la plupart du temps ne pas faire un envoi par la boîte mail de l'agent, mais par une boîte mail générique. Chose qu'on a possibilité de faire en associant donc là l'expéditeur non pas directement à l'usager, mais par exemple à une file d'attente pour avoir quelque chose de plus générique, de plus corporatif. Alors, vous voyez qu'il y en a quelques-unes là que je pourrais associer, mais chose aussi intéressante quand même pour les emails, on a possibilité d'avoir des templates de réponse prédéfinis, donc ça aide quand même pas mal. On peut toujours attacher les fichiers et on a aussi possibilité d'insérer les articles de la base de connaissances. Donc le panel de possibilités est quand même assez intéressant. Ce que je dis toujours à mes clients, c'est que le but avec ça, c'est qu'on retire Outlook des postes des agents. Ils ont techniquement plus besoin d'avoir Outlook. Ça va être plus mêlant qu'autre chose que d'avoir et le CRM et Outlook. Ou quasi, parce qu'on s'entend qu'Outlook, c'est quand même un monstre aussi. Mais on a 90% des fonctionnalités dans Outlook qui sont ici avec ce système. Par contre, c'est là que tu as limitation de tout ce qui est communication interne. Alors, tu pourrais très bien aussi faire tes communications. Tu as toujours la possibilité d'avoir premièrement, le chat Teams Ouais. pour la communication interne.
Et rien n'empêche aussi de créer une activité, donc un email, pour de l'interne, sans qu'il soit nécessairement rattaché à un incident. Mais encore une fois, je viens un peu contrebalancer avec ce que tu dis, c'est que normalement, si tu veux créer en tant qu'agent ou en tant que personne qui traite un incident, toutes les communications que tu devrais faire devraient être attachées à un incident pour le suivi. Non, mais je parle plutôt de tes communications type j'ai un message RH, ça Ah, va à une équipe oui, d'agents. oui, je comprends. Ça va Ok. pas se rattacher à un. Donc, je vais m'assurer qu'ils puissent le recevoir. Quand tu Ils dis on vont, peut retirer Outlook, moi je vois Outlook comme il y a oui, des la communications communication, plus officielles exact. qu'un Teams qui doivent passer par quelque chose, tu vois. Exact, mais je comprends effectivement. À ce moment-là, il y a toujours de toute façon, oui, bien sûr, la possibilité de voir, ses activités et donc de recevoir en fait les emails, directement dans comme une boîte mail, vraiment. Donc pour avoir les emails corporatifs. C'est toujours pareil aussi, c'est qu'on peut distinguer les emails corporatifs et de support, par exemple, qui arrivent avec la boîte mail générique, des emails personnels. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on ne veut pas que les agents envoient avec leur propre email. Ça doit être envoyé avec l'email générique. Si je retourne sur notre incident, je vous ai parlé tout à l'heure donc de SLA, donc avec donc le Service Level Agreement, et on a vu tout à l'heure que, hop, on avait ici qu'il était applicable à partir de, enfin que là on l'avait mis en tant que priorité haute. Si je vais ici dans SLA Detail, vous pouvez voir que là directement j'ai l'information de depuis quand notre case est ouvert et quels sont les KPI, quels sont les indicateurs que je suis par rapport à cet incident. Donc à droite ici, je vois que l'indicateur principal que je suis est le temps de résolution. Et alors, est-ce que je suis en succès ou non? Bah, là, en l'occurrence, on l'a mis en succès parce qu'il est déjà... alors, non, pardon. Il est encore in progress. Il a dû revenir parce que le statut est ici en in progress. Mais il avait été résolu et puis on est revenu dessus. Mais là, c'est un premier indicateur, mais je pourrais très bien aussi imaginer plusieurs indicateurs. Souvent, en standard, déjà, Microsoft propose 2 indicateurs, le temps de première réponse et le temps de résolution. Chacun de ces indicateurs peut avoir indépendamment des temps de réponse différents, des temps de résolution différents, basés sur le niveau de criticité, sur le niveau d'urgence, sur le type de problème ou même le type de produit, etc., etc. Ça, on a vraiment la main pour gérer tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit, c'est qu'une fois qu'on vous l'a implanté, vous avez entièrement la main pour derrière gérer ça. Et ça va vraiment être le rôle du manager de service de faire toutes ces modifications-là. Et c'est quand même rendu très accessible. Voilà. Juste aussi 2-3 petits mots par rapport aux éléments que je parlais plutôt sur l'intrication avec d'autres systèmes. Vous voyez ici qu'on a le petit bouton Convert to. Alors, dans le cas de la conversion, notamment si par exemple on avait le gestionnaire d'agents de terrain avec Field Service, on pourrait convertir directement en tant qu'un bon de travail pour enclencher en fait directement une action sur le terrain. Alors, jusqu'ici, on a vu donc comment étaient gérés les incidents à haut niveau. Bien évidemment, je vous ai parlé de différents éléments, les SLA, etc. On a différentes vues aussi qui nous permettent quand même de voir et de filtrer un petit peu la manière dont on répartit nos tâches. Et comme je disais aussi, on a toute cette portion en fait d'acheminement de nos incidents. Peu importe le canal, dès lors qu'un incident est ouvert, je vais pouvoir l'acheminer à une file d'attente qui va être celle que je détermine dans le système. Exemple, ici, j'ai toute cette liste de files d'attente. Et puis, on va pouvoir, alors, hop, je vais juste filtrer ici. On va mettre
Je ne sais pas dans quel queue. Il n'y a peut-être pas d'élément de file d'attente parce que tout est fermé déjà. Mince. Bon, on n'a pas d'élément de file d'attente. C'est pas bien grave. Je vais juste vous expliquer la base de ce qu'est la file d'attente. La file d'attente, en fait, c'est qu'à chaque fois, on va avoir des items qui vont rentrer, qui vont créer des éléments de file d'attente. L'objectif de ça, c'est qu'on ne veut pas faire de l'attribution personnelle à des gens spécifiques. On veut que les agents ou un groupe d'agents puissent venir prendre les incidents qui sont en cours et qui ne sont pas encore en traitement. Donc, dès lors que je vais sur une file d'attente, je vais pouvoir sélectionner un incident, dire que je travaille dessus, et à ce moment-là, il va sortir de la liste jusqu'au moment où je vais le redéposer ou que je vais le fermer. Donc, c'est un peu plus, c'est rendre aussi un petit peu plus d'autonomie aux agents plutôt que de faire de l'attribution en fait spécifique. Typiquement, c'est comme ça que on fonctionne chez Gestisoft avec ces files d'attente. On a différents départements qui vont être dédiés, donc Business Central, CRM, GP et j'en passe, qui vont en fait recevoir l'incident en fonction en fait de la qualification qu'on a fait de l'incident. Et nous, après, notre rôle, c'est de venir le chercher et le traiter. Au niveau de ce que je vous disais sur les canaux de communication, on va retourner sur, ici, notre vue un petit peu plus gestionnaire et on va voir les canaux de communication qui nous sont proposés. Hop. Donc, alors, je sais pas s'il va vouloir... Ah oui, bon, il ne veut pas nous ouvrir la nouvelle interface. C'est bien dommage. Mais juste pour vous donner en fait un ordre d'idée, sur les canaux de communication, bien évidemment, on retrouve les canaux standards, mail, courriel et la téléphonie. Au-delà de ces éléments-là, on a possibilité donc de connecter, entre autres, à Facebook, Twitter, WhatsApp, les SMS aussi. On pourrait faire de l'intégration avec des SMS, etc. Donc ça, c'est vraiment la portion qu'on appelle omnicanal, qui se développe de plus en plus là chez Microsoft. Ça a été arrivé il y a à peu près 2 ans, cette version omnicanal, et on a possibilité vraiment de se connecter un petit peu à tout. Et c'est là où en fait on va avoir, ça va être intéressant parce que justement on va même pouvoir faire en fait le suivi en fait de nos clients sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, je vois directement par exemple le profil de Doug sur Facebook, entre autres. Et je vais pouvoir savoir s'il communique beaucoup avec notre marque, peut-être, ou ce genre de choses. En tant que manager, ce qui va être aussi toujours très important, ça va être la partie Insight. Et là, pour la partie Insight, au-delà des dashboards standards, on a des dashboards Power BI qui ont été préconçus par Microsoft pour proposer une première analyse de notre service. Ce sont des dashboards qui sont préconçus, donc ils sont dans une version figée. Rien n'empêche derrière de les retravailler dans Power BI. Par contre, c'est un travail complémentaire, c'est pas seulement dans le CRM. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, ça nous donne des informations relativement complètes sur là où notamment donc la partie base de connaissances, quels sont les termes qui sont les plus recherchés, comme ça je vais pouvoir faire une analyse sémantique et peut-être améliorer les articles. Vous voyez qu'on en a déjà 2 rien que pour les articles. Et après, on a aussi en fait un historique de nos agents et justement du service, en voyant donc est-ce que notre taux de satisfaction augmente ou descend. Donc, on a directement une première analyse ici. Et on a ensuite différents indicateurs qui vont pouvoir être gérés et suivis ici sur donc le nombre de cases qui arrivent, le nombre de cases actifs, le temps de résolution, etc. etc. Donc ça, c'est le sommaire. J'ai la même chose pour les agents, et etc. Est-ce que tu as une, Oui. Est-ce que c'est une licence spécifique comme pour avoir accès à tout ce qui est analyse, ou est-ce que ça vient avec un package? Comment ça fonctionne? Ici, ça vient directement avec Customer Service. Donc, en payant la licence Customer Service, on a directement accès à ça. La chose qui peut être intéressante, en revanche,
c'est que, étant donné que c'est un tableau de bord Power BI, on pourrait très bien imaginer aussi que certaines personnes n'aient accès exclusivement à ça, et à ce moment-là, on n'a pas besoin de prendre une licence Customer Service, mais juste une licence Power BI. Ok. Que vous dire de plus au niveau peut-être de la gestion des est-ce que Omnicanal va s'ouvrir? Oui, mais j'aurais rien. Dommage. Grosso modo, c'était à peu près ça que je voulais vous montrer. Bien évidemment, en 1 heure, c'est assez compliqué de rentrer dans le détail de vraiment toutes les spécificités, toutes les fonctionnalités qui sont là. Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être là dans les 10 minutes qui nous restent pour peut-être aller sur d'autres sujets. Je peux peut-être vous montrer par contre à quoi ressemblent les réponses de Customer Service. Si elle veut bien charger. Toujours des fois un petit peu particulier avec les environnements de démonstration. Est-ce que si j'accède avec l'autre compte, juste pour vous montrer, on a quelques insights qui arrivent directement. Non, bon, ils veulent pas, ils veulent pas apparaître. Mais juste pour vous mettre en lumière, c'est vous avez directement en fait les réponses qui sont ici, les notes de satisfaction, etc. Et tout ça est rapporté aussi bien au case qu'au niveau du client lui-même pour pouvoir suivre tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'avais une question là, pour toi. Là. À ton avis, c'est parce que nous, présentement, on utilise Business Central. OK. Mais là, on a 2 personnes qui s'occupent des choses avec la clientèle. Je me demande si le système que tu nous présentes là, c'est pas un peu, désolé l'anglicisme, mais overkill. Ouais. C'est sûr que je te dirais, ça dépend de quel est votre élément en fait principal que vous voulez suivre. Là, Customer Service se place vraiment comme un outil de gestion et de suivi d'incidents. Est-ce que vous voulez mettre l'accent sur peut-être remettre d'avant le niveau de service attendu par le client avec le SLA? Est-ce que vous voulez avoir une gestion de file d'attente? Tu me dis que tu as 2 personnes. C'est sûr que le fait d'avoir 2 personnes avec une équipe réduite, j'imagine qu'ils doivent beaucoup communiquer ensemble, ce qui fait que ça simplifie les choses. C'est vraiment, en fait, ça dépend vraiment du besoin. Donc, je ne pourrais pas te dire oui ou je ne pourrais pas te dire non, là, comme ça. Mais c'est sûr que ça apporte tout un tas d'outils qui vont pouvoir peut-être étoffer votre service à la clientèle. Nous, c'est sûr que ce qui serait intéressant pour nous, c'est le suivi des cas qui arrivent pour chaque item. Oui, on a un faible volume de vente d'items, mais c'est des énormes items qu'on vend. Donc, c'est ça. Donc, c'est de voir comme 3 ans plus tard, y a-t-il encore le même problème qui est revenu? Des choses comme ça. Je vois que le système peut très bien faire ça, mais là, je me demande, OK, on s'embarque dans quelque chose d'énorme peut-être, ou peut-être qu'on va juste utiliser une petite partie du système pour pas grand-chose. J'avoue que j'étais un peu... Je me pose la question, là, si ça vaut la peine. Oui, ben, absolument. Mais je te dirais que déjà, ce qui peut être intéressant de voir, c'est que une mise en place avec une version standard est relativement rapide à faire. C'est-à-dire que ce que je vous ai proposé ici, on peut le mettre en place rapidement, dépendamment après sur de vos besoins peut-être spécifiques. Mais ça se met en place rapidement et derrière, ça va surtout être de la formation parce que c'est vous qui allez derrière être potentiellement en autonomie pour faire des ajustements, etc. Nous, on vous accompagne sur les prémices et puis derrière, vous pouvez l'embellir comme vous voulez. Hein. Mais ça va vraiment être dépendamment de ce que vous attendez. Mais c'est sûr que c'est un outil quand même puissant avec Omnicanal, etc. Est-ce que vous avez besoin de toute cette puissance? Peut-être pas.
ça reste à vous de juger à ce niveau-là. Et peut-être qu'on pourra s'en reparler si tu le souhaites, Michel. J'ai une autre question pour toi. Excuse-moi, Michel, je ne veux pas te... Ah non, je voulais juste remercier Florian. D'accord, donc vas-y. Ma question, c'était, nous, on a déjà un système, on a Zendesk pour gérer nos billets. Est-ce qu'il y a des modèles de migration qui existent? Mettons qu'on veut récupérer notre historique de billets Zendesk pour ne pas perdre la connaissance accumulée. Alors, il n'y a pas de modèle de migration préconçu à ma connaissance. Alors, il existe des systèmes, par exemple avec SSIS, qui permettraient de faire du transport de données directement point à point. Je te dirais que, à mon sens, la meilleure manière de faire est peut-être pas forcément de tout migrer, parce que souvent, c'est le moment aussi, quand on change de système, peut-être de faire un petit nettoyage ou quoi. Mais en tout cas, oui, il existe des moyens peut-être de faire directement du point à point, ça c'est sûr, puisque ces deux bases de données, on peut les faire communiquer entre elles. Mais sinon, après, on peut faire aussi des modèles de migration un petit peu plus... Tu as les deux environnements qui coexistent pendant X nombre exact, de mois. Et puis on le fait transiter au fur et à mesure. C'est sûr qu'avec ce que je vous ai présenté aussi avant, Power Automate, par exemple, je sais qu'il y a un connecteur Zendesk. On pourrait peut-être même imaginer que pendant un temps, on dédouble pour faire une migration au fur et à mesure. Il y a plusieurs modèles en fait applicables. Il faut juste voir la volumétrie, puis ce qu'on veut récupérer exactement. Ce que tu as montré aussi, tes Power Apps, est-ce que ça fait partie de la suite Customer Service? C'est un élément additionnel? Alors, pour le portail, pour la partie portail, c'est un élément additionnel. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est un élément qui peut être coûteux, très clairement. Si vous avez déjà un site web et que vous n'avez pas de besoin spécifique par rapport à un portail, la peut-être meilleure version en fait de ce portail, c'est peut-être juste la version chatbot qui répond très bien globalement aux besoins pour faire en fait directement une intégration du chatbot. Merci Michel. Une intégration en fait et un recueil de besoins du client tout en lui communiquant certaines informations. Ce sera beaucoup moins coûteux que d'aller sur le portail. Après, c'est sûr que ça dépend de vos besoins et puis vos ambitions à l'avenir. Ok. On a déjà un portail. Ce qui serait intéressant, c'est ce qu'on est capable d'intégrer dans un portail qu'on aurait nous, là, basé sur une autre techno. D'intégrer que le client puisse avoir dans son portail une vue de ses billets, qu'il puisse cliquer sur... Absolument. Ça, c'est des choses qu'on a déjà fait en customisation, de proposer. Il y a des API en fait proposées par Microsoft, donc c'est possible de récupérer de la donnée, d'en insérer également. Et puis, comme je vous dis après, dans une première version, comme l'outil Power Virtual Agent est entre guillemets clé en main, c'est ce que j'oriente parce que c'est en termes de rapidité de déploiement et de coût, c'est ce qui est quand même le plus intéressant dans une peut-être première version.